Donc c'est la première fois que je viens donc à ce festival et je dois dire que c'est assez incroyable déjà d'être accueillie dans ce magnifique hôtel qui est très très beau et de faire la connaissance donc, de certains des comédiens qui font partie du festival et de l'équipe. C'est très très bienveillant et un cadre sublime au bord du lac avec ce soleil qui me manque depuis quelques semaines à Paris, quelques mois même. Non, j'ai pas d'attente. Ce que j'espère, c'est que le film demain va leur plaire et qu'on pourra avoir un échange riche autour du film. C'est toujours des moments précieux d'avoir des projections en salle avec cette énergie du collectif. Et je pense que c'est assez important pour un film comme Delphine et Carole Insoumus qui parle du collectif et puis de l'énergie qui est liée à l'engagement en groupe et à bousculer l'ordre des choses quand on est ensemble, quoi. Je me réjouis juste. Je sais pas si je l'ai vécu comme un devoir. D'ailleurs, elle dit cette phrase, Delphine Seyrig, dans une interview, qu'un journaliste lui demande au Festival de Cannes parce qu'elle joue dans 2 films de femmes, le film, je crois, de Marguerite Duras et de Chantal Akerman, si c'est un devoir pour elle de faire des films réalisés par des femmes. Et elle dit qu'elle n'a pas beaucoup le sens du devoir. Et je trouve que c'est super beau comme manière de répondre. Et au contraire, en fait, je dirais que c'est particulier parce que c'est vrai que donc, c'était ma grand-mère, Carole Rossopoulos, et qu'il y avait cette maquette qu'elle avait donc un peu pirate d'archives qu'elle avait réalisée sur les 2 années qui ont précédé son décès en 2009. Donc le projet n'avait jamais vraiment vu le jour sous sa forme finie. Et dans la famille, avec ma mère Alexandra Rossopoulos et mon oncle Geronimo Rossopoulos, il y avait quand même ce désir une manière en tout cas que ce projet existe d'une manière ou d'une autre. Et les années ont passé. Entre-temps, moi, j'avais fait un premier film. Et puis, je crois que je me sentais justement peut-être moins dans quelque chose d'un devoir ou qui aurait été très angoissant de terminer l'œuvre de ma grand-mère, mais plus comme voyons ce qui se passe, recherchons, et peut-être que ce projet peut trouver de manière un peu spontanée une autre forme. Et c'est ce qui s'est passé. Alors encore une fois, je pense pas que je l'ai vécu comme une espèce de pression, mais il y avait une chose qui semblait très naturelle, c'était que Carole, elle avait fait ce film qui s'appelait Delphine par elle-même, ce projet, et où Delphine se racontait par elle-même, donc à travers des extraits de films, d'interviews, et surtout de ces bandes vidéo qu'elle avait réalisées dans les années 70 avec Carole, avec Johanna Wider, avec d'autres. Spontanément, ça me semblait juste aussi que donc le montage a évolué. Petit à petit, Carole a pris de plus en plus de place dans ce film, et c'est devenu plutôt pas Delphine par Carole, mais Delphine et Carole. Mais je voulais qu'elle se raconte elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui était important aussi avec les co-auteurs du film, Alexandra et Geronimo Rossopoulos, donc ses enfants. Et on a beaucoup parlé, c'est que j'allais pas, moi, raconter en tant que petite fille l'histoire de ma grand-maman, quoi, en fait. C'est une histoire qui, bien sûr, est ancrée dans une histoire personnelle, mais qui me dépasse et je voulais qu'on les entende au mieux. Et donc, elle se raconte elle-même, et c'est un film de montage, de tressage, d'images existantes où Delphine Seyrig et Carole Rossopoulos racontent leur vision de l'engagement à travers leurs interviews, à travers leurs films de cinéma, à travers leurs films féministes, leurs bandes vidéo féministes. Et Carole disait d'ailleurs qu'elle était une écrivaine, qu'elle se considérait peut-être moins comme une artiste ou comme une écrivaine publique. Que pour elle, son rapport à la vidéo, c'était aussi de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Et donc de juste être un médium, quoi, pour ça. Et je trouve ça très humble, peut-être trop humble même, parce qu'à mon avis, c'est un peu plus que ça quand on fait un film, il y a un point de vue toujours. Mais voilà, je pense que le film, il s'inscrit là-dedans aussi. Mais je pense qu'il y a à la fois
Dans les luttes du passé comme dans les luttes du présent, de la colère qui est tout à fait justifiée, de vivre des inégalités, des formes d'oppression, de violence qui sont parfois même rendues invisibles par la société et qui sont parfois des angles morts de la part d'hommes, mais aussi de certaines femmes qui ne veulent pas voir certaines choses et qui n'ont pas traversé ces choses-là. Principalement des hommes, il faut quand même l'admettre. Il y avait à l'époque beaucoup d'humour et je le vois aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve que dans les mouvements féministes actuels, il y a aussi beaucoup de créativité, d'irrévérence, d'insoumission et d'humour. Et que c'est important et que ça permet aussi d'être dans la vie. Parce qu'en fait, à un moment, l'humour, c'est aussi une arme pour se faire entendre. Parce que parfois, les messages passent mieux. Mais c'est aussi pour soi. Pour moi, c'est aussi un acte de survie, l'humour. Et je sais qu'à l'époque, on disait que les féministes des années 70, c'était vraiment rabat-joie, pas drôle, des donneuses de leçons. Exactement ce qu'on dit aujourd'hui dans les médias des féministes actuelles et des mouvements qui seraient soi-disant trop radicaux, sans aucune forme d'humour. Et en parlant de féminisme enchanté pour parler des années 70, j'ose espérer que je parle aussi que c'est pas que c'était enchanté avant et que c'est un modèle pour aujourd'hui, c'est que je pense que ça peut l'être et ça l'est. Voilà, et après, bon, c'est sûr que les questions des violences sexuelles, c'est pas toujours facile d'en parler avec de l'humour aussi. Mais c'est de la colère, mais c'est ce que j'aime dans leur engagement. C'est vrai que j'ai trouvé que ça m'a donné beaucoup de force quand je travaillais le montage et les recherches. C'est qu'elles ont une manière de s'engager qui n'est pas du tout dans quelque chose de sacrificiel. Je sais pas, j'ai l'impression que ça leur donnait beaucoup d'énergie. Moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie aussi, de ressources, d'entendre leur manière de lutter et de voir leur manière de lutter, quoi. Je m'attendais vraiment à rien. Moi, j'avais juste déjà... j'étais hyper contente qu'il se fasse. Il y a eu une espèce d'alignement. On a eu, avec les productions qui nous ont accompagnés, moi, j'ai une grande liberté pour créer ce film, chose que je trouve beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Je vois que c'est pas simple de faire des films documentaires, qu'il faut trouver des subventions, que ça prend du temps, d'un point de vue même juste de production. Je pense qu'il est arrivé juste au bon moment. Évidemment, c'était pas du tout quelque chose de calculé. On s'est pas dit, on va faire ce film parce que là, il commence à y avoir MeToo. Mais il s'avère qu'il y avait quelque chose de l'air du temps qui fait que je pense qu'il a été très bien accueilli. Même au tout début, dans sa phase de production, qui fait qu'un film peut exister. Arte a soutenu le projet. Et après, ça a été magique, en fait. Il a été donc à la Berlinale. Je pense que s'il n'avait pas été à la Berlinale dans un cadre aussi valorisant, pas sûr que ce film aurait eu une telle vie. C'est aussi que ça légitimait aussi un tel film. Donc beaucoup de festivals après ont voulu aussi le présenter. Et il a une vie magnifique où je l'ai beaucoup accompagné. Je disais en France, mais en Suisse, en Algérie, aux États-Unis, en Corée du Sud... dans plein de pays où ça parlait au public. Donc c'est vrai que c'est un contexte français spécifique des années 70, mais qui résonnait en tout cas. Il est subversif, par exemple, dans certains cas, on pense aux violences policières, par exemple. S'il n'y avait pas les portables, ces violences, elles seraient invisibles. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'il y ait des lois qui, à un moment donné, aient voulu limiter l'accès des caméras, des portables pendant les manifs. Enfin, je pense que c'est subversif parce que c'est des traces. C'est un contenu militant, mais aussi créatif. Et je pense qu'il y avait quand même une particularité de la vidéo, que c'était un nouveau médium. Donc, elles le disent d'ailleurs dans les interviews, dans leurs prises de parole, Delphine et Carole, qu'il n'y avait pas de passé, qu'il n'y avait pas d'école. Donc, il y avait un grand sentiment de liberté, d'appréhender un nouveau médium. Une liberté, qu'offre en fait un nouveau médium. Donc, c'est vrai que le téléphone portable le permet aussi. C'est vrai que ça démocratise. Est-ce que les gens font des films avec ? Pas tellement. En fait, donc là, je viens juste de terminer un film qui s'appelle, c'est mon 3e film, La Muraille, qui n'est pas un film militant.
en tant que tel. Cette fois-ci, j'ai pas eu recours à des archives et j'ai filmé un village qui se trouve dans le sud de l'Espagne pendant la période du confinement et qui est une des dernières léproseries. Donc qui était un sanctuaire qui accueillait des personnes atteintes de la lèpre à l'époque. Et l'histoire de ce territoire m'a intéressée en période de Covid, mais aussi dans cette idée de frontière, parce que c'est un village qui était entouré d'une très grande muraille et qui séparait des mondes. Et donc des mondes qu'on juge normaux, des mondes qu'on juge différents, sains, monstrueux. Et j'ai parcouru cette muraille à la rencontre de personnes qui racontent de manière très intime, chacune à leur manière, leur expérience de ce territoire. Donc des personnes qui ont eu la lèpre, qui sont très âgées et qui ont vécu recluses là, mais aussi des travailleurs et des travailleuses, un guérisseur qui est dans le coin, des voisins. Voilà, donc c'est un film qui parle de la frontière, de la peur. Il y a quand même de l'humour aussi dans ce film, c'est quelque chose auquel je tiens. Et qui est propre aussi à tous les personnages que j'ai rencontrés. Pour moi, c'est un film qui est à la fois poétique et politique, mais peut-être moins dans une démarche directement militante. Je crois que c'était vraiment lié aux matériaux et peut-être à l'héritage familial de Delphine et Carole.